à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas salués. Je voudrais tout d'abord remercier et saluer la présence de Monique Lubin, vice-présidente du conseil départemental, Olivier Martinez, le conseiller départemental, Marcel Truet, alors je ne sais pas, ancien président de la communauté de communes du Cap de Gascogne, puisqu'aujourd'hui la communauté du Cap de Gascogne n'existe plus, et maire de Dijon. Rosaline Couture, maire de Dormoco, Jean-Jacques Delès, maire de Montsouet, Jean-Louis Thor, maire de Saint-Perdon, notre ami Francis Cazot, maire de Loris, mes collègues du conseil municipal. Je n'ai pas vu l'adjudant Chastiard, mais il ne va pas tarder. Jean-Bernard Haché, que j'ai vu tout à l'heure, président de l'IDEM, de la musique de Saint-Pierre-du-Mont, qui travaille avec Omoco pour la musique. Les présidents de l'association de Omoco, mesdames et messieurs. D'abord, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille ici à Omoco pour les vœux à ce début d'année 2017. Tout d'abord, une bonne année, une bonne santé. Je pense que ce qui fait qui est le plus grand bien aujourd'hui, la santé. C'est pour ça que tout à l'heure, on inaugurera le pôle médical. Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui ne peuvent être ici aujourd'hui pour raison de santé. Toutes les personnes qui sont dans la peine, dans la précarité, mais aussi avoir une pensée pour nos concitoyens qui les ont quittés cette année, ainsi qu'à leurs familles. 2016, une année compliquée, une année de drame sanglant. Et je voudrais avoir une pensée également pour les victimes des attentats qu'on a eu en France, à Paris, à Nice, mais également en Allemagne, Turquie et dans bien d'autres pays. Des victimes innocentes qui ont payé de leur vie le fait d'être tout simplement au mauvais endroit, à la mauvaise heure. Cette année 2017 ne démarra pas mieux également pour le monde agricole, et en particulier la filière palmipède, qui a connu en 2016 un dépeuplement total des avis sanitaires de plusieurs mois pour éradiquer l'influenza aviaire, et qui doit arriver aujourd'hui en 2017 la même menace. Notre commune est passée depuis mercredi en contrôle temporaire, et depuis cette nuit en zone de surveillance. Tous les déplacements d'animaux sont interdits et tous les palmipèdes qui sont sur la commune devraient être abattus d'ici quelques jours. Nous allons dépasser le chiffre de 1 million de canards euthanasiés pour notre département. Je souhaiterais rappeler aussi aux propriétaires d'élevages non commerciaux, c'est ce qu'on appelle les basses-cours, qu'ils ont obligation par arrêté préfectoral, qui leur est fait depuis plus d'un mois, nous avons envoyé un courrier en ce sens, que les volailles doivent être fermées, confinées. Et on voit encore trop souvent aujourd'hui des volailles en pleine liberté. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes en infraction par rapport à la réglementation et passible de verbalisation. Donc je vous demanderai aussi un petit peu de solidarité envers le monde agricole qui souffre, et de grâce, faites aussi des efforts nécessaires pour que vos volailles ne soient pas des vecteurs de transmission. Il faut savoir qu'en 2016, la filière canard a perdu quand même 270 millions d'euros, et ça représente 30 000 emplois dans le Grand Sud-Ouest. Donc c'est quand même très très important. Et nous ne pouvons que souhaiter de trouver une solution pérenne à cette crise. Aujourd'hui, l'objectif de ce matin, outre les vœux, c'est l'inauguration du pôle médical. La santé est un bien précieux qu'il nous faut préserver. Aussi, le maintien dans notre commune de nos médecins et notre praticiens faisait partie de nos préoccupations. Dans un monde où l'on parle de déserts médicaux, aussi bien dans les campagnes les plus reculées que dans les moyennes et petites agglomérations, nous avons choisi, nous, commune de Omoco, de ne pas rester sur la politique de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui, pour sa part, n'imaginait pas de place pour une maison de santé entre Saint-Sevé et Mont-de-Marsan. Nos médecins devaient rejoindre Saint-Sevé. Ce choix nous a privés de toute subvention qu'une collectivité peut normalement espérer. Pas de DETR ni d'autres participations. Nous avons réalisé ce pôle médical sur le fonds propre. Ce seront simplement les loyers des praticiens qui, sur 20 ans, rembourseront l'investissement. Voyant quoi, nous avons évité le cadre contraint des maisons de santé, qui ne convenait pas non plus à nos médecins. Et après concertation, nous avons choisi cette voie parallèle en créant un pôle médical. Désormais, tous les professionnels de santé de la commune, le docteur Bouchiou, avec sa remplaçante, le docteur Moncoussi, les infirmières, Mesdames Anziali et Madame de Lille, Madame Pierra, la kinésithérapeute, Monsieur Fontan, l'ostéopathe,
Madame Paulet, l'orthophoniste, et Madame Delage, la sage-femme pratiquant l'autonomie, peuvent travailler dans un lieu commun situé en plein centre-bourg et vous accueilleront dans des conditions conformes aux nouvelles règles d'accessibilité. Je leur souhaite la bienvenue et une bonne installation dans ces nouveaux locaux. Nous avons profité de ces travaux pour mettre aux normes les sanitaires du bar. Je tiens à remercier M. Sicher, l'architecte, ainsi que les représentants des entreprises qui ont permis l'aménagement de ces locaux et l'ouverture de ce nouveau pôle médical. Depuis plusieurs années, notre commune connaît une augmentation de nombre de ses habitants. De nouvelles familles s'installent. Et de tels investissements, commerces de proximité, bureaux de poste, écoles, pôle médical, sont des gages d'avenir pour le développement de notre commune. Nous avons profité de ces travaux pour repeindre les volets du bar et de la mairie, afin d'entretenir aussi le patrimoine communal. Bon, j'ai entendu que le bleu ne plaisait pas à tout le monde. C'est peut-être une affaire de goût. Il me semble que dans son temps, le rouge basque ne plaisait pas non plus à tout le monde. Je vais vous dire quelques mots au titre de la sécurité. Le PCS, le locaux est maintenant opérationnel. Espérons que demain on va s'en servir. Les quartiers ne sont pas oubliés. Les pistes piétonnes de Citon et de Candille sont maintenant opérationnelles. La piste cyclable qui relie Bouébé et Novasque l'est également. À ce titre, je voudrais remercier une nouvelle fois les propriétaires qui nous ont cédé pour l'euro symbolique les terrains permettant de réalisation de cette piste. Les équipements seront terminés par la mise en place de bornes d'éclairage à LED, éclairage basse consommation. Ces éclairages seront réalisés sur 2 années pour entrer dans la réduction des financements proposés par le SIDEC. Si ces nouveaux équipements améliorent la sécurité des usagers, nous savons bien qu'il reste à régler les problèmes de circulation du centre du village. Ce sujet est important et vous nous le rappelez régulièrement. Il sera traité lors de l'aménagement de la voirie, dont je vais parler un peu plus loin. L'urbanisme, c'est le sujet majeur sur lequel nous avons travaillé cette année. Vous avez déjà été informés. Nous avons échangé lors de plusieurs réunions publiques. À Groland, les modifications du PLU, l'enquête sur le PLU, le PADD, projet d'aménagement et de développement durable, nous avons présenté dernièrement. Cependant, je voudrais vous apporter quelques informations supplémentaires. L'entrain pour notre village se confirme. Plusieurs permis de construire sont en cours. Les lotissements de Mme de Saint-Julien et de la famille d'Haricot commencent à accueillir leurs nouveaux propriétaires. Les 4 maisons bordes sont commencées, sont en voie d'achèvement et donnent avec de nouvelles perspectives pour les 8 maisons suivantes. Le permis des 7 logements d'XL Habitat est acté. Le lotissement privé supplémentaire devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Tout cela concourt au développement de notre commune régulier, sans à-coups massif, comme on peut voir avec les très gros lotissements. Je voudrais aussi insister sur notre obligation de respecter les règles d'urbanisme mises en place avec les lois ALUR pour le développement du futur de Moco et la bonne gestion des terrains à urbaniser. Les 3 modifications du PLU ont été actées durant cette année. Le PLH, plan local de l'habitat, validé par la Comcom du Cap de Gascogne en 2016, nous a donné les lignes directrices du futur développement. Et le PADD et la révision vous a été présentés lors de la réunion publique du 12 décembre dernier. Tenant compte des remarques des personnes publiques associées, le PADD a été amendé et validé en conseil municipal le 20 décembre dernier. Nous sommes décidés à faire aboutir ce PLU le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en place le projet Agroland, pour nous donner tous les moyens de notre développement, dans le respect bien sûr des économies, des espaces naturels et des zones agricoles. Tous les projets qui se font jour concourent à cette baisse des surfaces habitables utilisées. Nous devrions passer de 16 hectares à 12 hectares au nombre d'habitations supérieures, cela pour les 10 prochaines années. Cet effort important doit être partagé entre la commune et les divers propriétaires. Nous savons l'importance de ce sujet qui prépare le profil de notre commune pour la prochaine décennie. Pour cela, nous voulons des projets raisonnés, des projets maîtrisés, des projets concertés. Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement sont en bonne voie. Ces travaux ont pris un peu de retard quand nous nous sommes rendus compte que les tampons des regards étaient recouverts d'enrobés. Route de Loris et route des Pyrénées. Sur cette dernière, pourtant récente, puisqu'elle a été refaite en 2014, il y avait même 2 couches d'enrobés. Le schéma directeur des eaux pluviales est démarré depuis cet automne. Au
niveau de l'éclairage public, nous avons réduit les plages d'éclairage dans les quartiers, avec une extinction de 23h à 6h du matin. Et dans le centre du bourg, seul un lampadaire sur deux est allumé durant la même période de 23h à 6h. Nous allons mener une étude sur le remplacement des ampoules, au moins dans le centre-bourg, par des systèmes plus élaborés existants à ce jour, et moins gourmands en énergie. Nous avons également engagé le dossier des conteneurs semi-enterrés avec le CITOM, syndicat des ordures ménagères, qui en a la compétence. Nous avons mis en place un calendrier pour mettre en conformité avec les lois sur le handicap l'accessibilité de nos bâtiments communaux. Je rappellerai que ces lois sont vieilles de 10 ans. Et ce n'est pas une mince affaire, et c'est un budget plus que conséquent qui devrait y être consacré. Les premières estimations sont de l'ordre de plus de 340 000 €. Il est vrai qu'avec nos salles de musique, salles d'association, salles du conseil municipal, salles des mariages, qui se trouvent toutes à l'étage, ce n'est pas chose aisée. Les bâtiments ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. La voirie, les trottoirs, les passages protégés, les places de parking pour handicapés seront prises en compte dans notre part. Le plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics. Ce sera un gros chantier de grosses dépenses. Si notre œil de citoyen ne voit rien de particulier, je peux vous dire que la vision perspicace des personnes habituées à ce dossier ont vite fait découvrir ici chez nous un lampadaire au milieu du trottoir, un passage bateau qui n'est pas en face d'un passage protégé, des trottoirs à largeur variable. Et dans ce sens, la réglementation est précise. Et tous les handicaps, qu'ils soient physiques, visuels, auditifs ou bien neurologiques, doivent être pris en compte. Ce PAV prendra en compte aussi la cohabitation entre piétons et automobilistes dans le centre du village. À ce titre, je voudrais vous demander, à nous tous, à vous tous automobilistes que nous sommes, de faire preuve de civisme et de respecter la vitesse en traversant le village. Trop souvent, très souvent, ce sont nos concitoyens qui sont les moins vigilants sur le sujet. Autre chantier important figurant sur notre programme, le Cœur Vert de Joandel, notre futur lieu intergénérationnel. La réalisation de ce projet prendra plusieurs années. Le sol du terrain multisport est réalisé. Les achats et les équipements du terrain, les jeux sont actés. Nous attendons l'autorisation de la préfecture au titre de la DETR pour pouvoir commencer les travaux, la CAP ayant déjà donné son accord de subvention. Les premières plantations et les années directrices du parc seront effectives durant le printemps, y compris le système de récupération des eaux pluviales. Le terrain de foot, aujourd'hui inexistant depuis l'agrandissement des écoles, sera déménagé dès le printemps. Pour le reste, comme le théâtre de verdure, qui pourrait servir de support à nos arènes, rien n'est défini. Nous lancerons un concours d'idées pour une réflexion sur le sujet. Le zéro phyto, ça y est, nous y sommes. Maintenant, l'utilisation de désherbants chimiques n'est plus de mise pour nos cantonniers. Et je sais déjà que l'entretien des espaces publics extérieurs demandera plus de temps que par le passé pour un rendu qui sera sûrement moins bon. Les meilleurs équipements mécaniques comme thermiques n'auront pas la redoutable efficacité des produits phytosanitaires. Je sais que nous aurons des doléances sur les herbes folles que nous n'aurons pas éradiquées et je vous demande l'indulgence. C'est pour notre santé et pour l'avenir de notre terre. J'en ai terminé. Alors, vous avez déjà reçu sur le journal toutes les informations. Je ne vais pas toutes les répéter. Donc, j'en ai terminé avec l'actualité municipale. Je viens de vous développer les différentes actions menées par le conseil municipal. Ces actions correspondent essentiellement à la réalisation du programme que nous avons présenté en 2014 et sur lequel nous avons été élus. C'est pour nous la base de notre engagement, la base de notre contrat avec vous, la base donc de notre légitimité. Je tenais simplement à vous le rappeler, cette évidence qui n'est pas une pour tout le monde. Je souhaiterais dire quelques mots sur notre communauté de communes, qui, depuis le 1er janvier dernier, regroupe les communautés de communes du Cap de Gascogne, d'Agenmont Communauté et du Tursan, pour former une nouvelle entité. Nous passerons de 11 000 habitants à plus de 26 000 et nous serons 50 communes. Et Omoko, la porte d'entrée nord de cette nouvelle entité communautaire, a toute sa place à y prendre. Nous sommes la 4e commune en termes de population. Le bassin d'emploi déjà existant sur la commune, 800 emplois, plus l'opportunité de développement d'Agroland, nous donne un poids non négligeable sur ce grand territoire. La loi NOTRe a prévu des transferts de compétences de la commune vers la communauté de communes. Et donc, cette nouvelle entité prendra de nouvelles compétences dès le 1er janvier 2017, comme l'urbanisme.
Dans le cadre du PLH, plan local de l'habitat, porté par la communauté de communes, il est prévu une opération programmée de l'habitat, les OPH, pour les années 2017, 2018 et 2019. Un partenariat entre la communauté de communes, l'État et l'ANA ont permis de mobiliser plus de 2 millions d'euros. Cet argent permettra de répondre à une situation de réhabilitation de l'habitat ancien, aussi bien pour les propriétaires bailleurs que les propriétaires occupants. Les contacts sont à prendre au siège de la communauté de communes du Cap de Gascogne. Néanmoins, Cathy et Sandrine sauront vous indiquer la marche à suivre, n'hésitez pas à venir les voir à la mairie. Ces opérations ayant pour but de réhabilitation des vieilles maisons insalubres, souvent nombreuses dans le centre-bourg, et qui vont partir de leurs habitants pour la périphérie. Ce n'est pas aujourd'hui le cas chez nous, heureusement. Avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois réaffirmer notre souci de favoriser le bien-vivre ensemble, le bien-vivre dans notre commune, dans nos associations, dans notre école. Je voudrais également inviter toutes les familles à participer à la vie de notre commune, à la vie de nos nombreuses associations, à faire vivre notre village. C'est votre village. Je veux remercier ici tous les présidents, tous les bénévoles qui vous dévouez pour la vie associative de notre commune, et qu'elle soit d'une grande richesse. Je pense donc à tous les présidents, les membres des bureaux, les volontaires, mais également à vous tous qui participez par votre présence à faire vivre le village. À ce propos, je sais que l'association des parents d'élèves connaît des difficultés à mobiliser l'ensemble de ses parents. Si cette situation devait perdurer, ce que je n'envisage pas, on peut craindre que la réalisation de sorties éducatives soit remise en question. Je voudrais aussi mettre en avant tout le personnel municipal qui répond toujours avec présent et assure sa mission publique avec sérieux et avec professionnalisme. J'adresse mes remerciements à Sandrine, qui mène à bien la gestion de tout le personnel, et ainsi qu'à son équipe administrative, à Eric et tout son personnel de l'équipe technique, au personnel de l'école, les ADSEM, les gens de la restauration, de la garderie, du nettoyage, qui complètent parfaitement le corps enseignant pour assurer l'avenir de nos têtes blondes. Je ne saurais terminer ces remerciements sans souligner de mes collègues du conseil municipal. Sans eux, le travail souvent passé sous silence, le résultat obtenu ne serait pas celui-ci. Je pense notamment aux différentes commissions qui offrent très régulièrement. Je les remercie pour le travail effectué, pour le dynamisme dont ils font preuve. À nouveau, je me permets simplement de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2017. Je vous remercie.